Les pas d'Elina résonnaient sur le trottoir comme un battement de cœur affolé. Son ventre, rond de 7 mois, pesait lourd sur ses reins fatigués. Il ne pleuvait pas, mais le ciel d'un gris épais semblait vouloir s'effondrer sur elle, comme un couvercle sur une marmite oubliée sur le feu. Elle était seule, et chaque pas était une victoire silencieuse contre l'abandon. Les regards. Ah, ces regards. Il la disséquait, la jugeait, l'accusait. Pas besoin de mots. Les expressions faisaient tout. Un froncement de sourcils, un soupir à peine audible dans une file d'attente, une moue de dégoût feinte. Elle les connaissait par cœur. À chaque instant, elle devait se battre non seulement contre la fatigue, la faim et le froid, mais aussi contre le rejet silencieux d'un monde qui n'avait jamais voulu d'elle. Son refuge du moment. Une chambre minuscule, louée au noir chez une vieille dame sourde et acariâtre, au dernier étage d'un immeuble qui sentait le linge moisi et la pisse de chat. L'escalier grinçait sous ses pieds, chaque marche un effort. Il n'y avait pas d'ascenseur. Quand elle ouvrit la porte, un souffle de poussière l'accueillit. Un matelas à même le sol. Un petit lavabo qui goûtait dans un bol fêlé. Un sac plastique contenant 2 pommes fripées, une boîte de sardines et un pain sec. Et pourtant, c'était chez elle. Du moins, pour cette semaine. Elle avait payé 2 nuits. Demain, elle devrait trouver autre chose. Dans la doublure de son sac, cousu entre les fibres, se cachait un carnet rouge. Personne ne devait savoir qu'il existait. Ce carnet contenait les lettres qu'elle n'avait jamais envoyées, des noms qu'elle avait effacés de son cœur, des souvenirs qu'elle voulait oublier sans jamais en être capable. On y trouvait des phrases comme « Maman, pourquoi tu n'as pas vu que j'allais mal ? Lucien, tu avais promis. Pourquoi tu es parti ? Et toi, mon bébé ? Est-ce que tu me détesteras pour tout ce que je n'ai pas pu t'offrir ? » Ce carnet était son seul trésor, un fil rouge entre elle et ce qu'il lui restait d'humanité. Ce soir-là, alors qu'elle marchait lentement sous une pluie fine, elle s'arrêta devant une boulangerie éclairée. L'odeur du pain chaud la tiraillait, mais elle n'avait que 1,70 € dans sa poche. Elle compta les pièces. Encore, puis encore. Un homme élégant sortit de la boutique à ce moment-là. Il portait un long manteau sombre, un parapluie noir. Son visage était caché sous une capuche. Il la regarda. Pas comme les autres, pas avec pitié, ni jugement. Juste un regard curieux, profond. Un de ces regards qui semblent chercher plus loin que l'apparence. Elina détourna vite les yeux, honteuse, et fit demi-tour. Mais elle sentit quelque chose. Il la suivait. Pas de façon intrusive. Plutôt comme quelqu'un qui cherche à comprendre un mystère. Elle accéléra le pas, lui aussi. Puis il s'arrêta. Il ne voulait pas l'effrayer. Mais il avait vu quelque chose. Quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Elina n'était pas une fille perdue. Pas au départ. Elle avait grandi dans une famille de notaires, dans une petite ville du sud, dans une maison blanche avec un jardin de lavande. Son père l'appelait « princesse ». Sa mère l'emmenait tous les mercredis à ses cours de piano. Puis il y eut l'accident, puis le silence. Elle avait disparu pendant 2 ans. Personne ne savait ce qu'il s'était passé. Mais elle était revenue enceinte, amaigrie, tremblante, le regard fuyant. La famille l'avait reniée. « Tu as sali notre nom. Comment oses-tu revenir ? Tu n'es plus des nôtres. » Et elle était partie, loin, avec son bébé à venir, et ce carnet rouge. L'homme au parapluie noir s'appelait Raphaël de Valmont. Héritier discret d'un immense empire hôtelier, il détestait les mondanités. Il vivait dans une discrétion presque monastique, malgré sa fortune. Ce n'était pas l'argent qui l'intéressait. C'étaient les gens, le vrai, l'authentique. Il avait un don, voir ce que les autres ne voyaient pas. Il avait vu Elina. Et quelque chose en elle l'avait frappé. Pas sa beauté, même si elle était belle, dans une forme fragile. Mais ce mélange de force et de peur, de secret et de dignité. Elle demanda à son chauffeur de la suivre de loin. Cette nuit-là,
Elina écrivit une lettre dans son carnet rouge. Cher inconnu au parapluie noir, je vous ai vu. Et j'ai vu que vous m'aviez vu. Vous m'avez regardé comme personne ne m'a regardé depuis longtemps. Peut-être que vous êtes une illusion, ou un messager. Mais ce soir, grâce à vous, je n'ai pas pleuré. Merci. Elle signa simplement. Puis s'endormit, le carnet contre son ventre. Dehors, dans la voiture noire garée en contrebas, Raphaël observait la fenêtre. Une lumière pâle filtrait. Puis plus rien. Il prit un carnet, lui aussi, un petit calepin en cuir usé, et nota « Je dois en savoir plus sur elle. Elle n'est pas comme les autres. Elle a quelque chose que personne ne voit. Je veux comprendre pourquoi elle pleure en silence. » En ouvrant la porte, elle sursauta. Une enveloppe Kraft glissait discrètement dans l'entrebâillement. Pas de nom, pas d'adresse, seulement un mot, écrit d'une main élégante. Pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous semblez être. À l'intérieur, un billet de 50 €, un ticket de métro et une carte de visite sans logo. Au dos, rendez-vous aujourd'hui à 16 h, Jardin des Plantes, banc 17. Elle se méfia d'abord. Piège, farce cruelle, nouvelle humiliation. Mais son ventre la rappela à l'ordre. Elle avait faim. Et ce message ne ressemblait pas aux autres. Elle ne lui demandait rien. Il lui offrait, à 15h58, elle était déjà assise. Le jardin des plantes bruissait d'enfants, de touristes, de rires étouffés. Elle tremblait. À 16h03, il apparut. L'homme au parapluie noir. Pas de parapluie aujourd'hui. Il portait un manteau de laine grise, une écharpe nouée à la perfection. Il s'assit à l'autre bout du banc, laissant un espace respectueux. « Je ne veux rien de vous, » dit-il simplement. Elle ne répondit pas. « Je veux comprendre. C'est tout. » Comprendre quoi? Pourquoi vous avez ce regard? Comme si vous portiez un monde que personne ne voit. Elle rit, amère. Et vous? Vous avez l'air de croire que le monde a encore des réponses. Il ne dit rien. Il attendit. Elle parla. Pas tout. Juste quelques éclats. Son départ, en enfant. L'abandon. Le silence. Il ne jugea pas. Ne posa aucune question intrusive. Il dit simplement « Je vous crois ». Il lui proposa un dîner. Un vrai. Pas dans un grand restaurant. Dans un petit bistrot caché derrière les serres du jardin. Le genre de lieu où personne ne regarde personne. Où la soupe est maison et le pain encore chaud. Elle hésita. Puis accepta. Son corps avait besoin de répit. Et son cœur aussi. Il ne parlera pas beaucoup. Mais tout se disait dans les silences. À la fin du repas, il lui tendit une enveloppe. Ce n'est pas de la charité, c'est une clé. Une clé? Pour un lieu sûr, où vous pouvez dormir. Jusqu'à l'accouchement si vous le souhaitez. Elle ouvrit. Une adresse. Une chambre dans un hôtel discret. Déjà payée. Une semaine. Elle refusa d'abord. Puis le regarda. Et comprit. Il ne voulait rien. Seulement donner un peu de lumière à une nuit trop longue. L'hôtel n'était pas luxueux, mais propre, apaisant, presque chaleureux. La chambre 311 avait une grande fenêtre donnant sur un arbre en fleurs. Un lit douillet, une salle de bain propre, des draps blancs. Elina pleura. Longtemps, pas de tristesse. Pas de colère. De soulagement. Elle dormit 14 heures d'affilée. Et cette nuit-là, elle rêva de lui. Pas en homme séduisant, mais en guide, en lumière dans la tempête. Le lendemain, dans le miroir, elle vit son reflet comme pour la première fois. Ses cernes, sa peau tendue, son regard un peu plus doux. Mais quelque chose la troubla. Un message sur son téléphone, inconnu. « Tu crois pouvoir fuir? Je t'ai retrouvé. » Aucun nom. Mais elle reconnut ce ton. Lucien. Le père de l'enfant. Celui qu'elle avait fui. Celui qu'elle craignait plus que tout. Le monde redevint froid. Lucien n'était pas un homme ordinaire. Il appartenait à une famille puissante, installée dans la finance,
les réseaux, les jeux d'influence. Il avait séduit Elina comme un prince. Mais dès qu'elle était tombée enceinte, il avait changé. Violent. Incontrôlable. Elle avait fui pour sauver sa vie, et celle de l'enfant. Et maintenant, il l'avait retrouvée, elle courut au jardin des plantes. Il était là. Toujours. Comme s'il savait. Elle lui raconta tout. Enfin, il resta de marbre. Mais ses yeux s'assombrirent. Il ne vous approchera plus, je vous le promets. Vous ne pouvez pas. Elina. Je suis plus que ce que je montre. Et lui, je le connais. Il a des ennemis. Moi, je sais lesquels. Laissez-moi faire. Elle ne savait pas si elle devait le croire. Mais au fond, elle n'avait plus personne d'autre. 3 jours plus tard, Elina reçut une lettre à l'hôtel. Un contrat, une offre, une proposition étrange. Raphaël lui proposait de devenir l'ambassadrice silencieuse d'un projet qu'il développait, un foyer de réinsertion pour mères célibataires. Elle n'aurait qu'à y vivre, partager son expérience, aider d'autres femmes, logées, nourries, protégées. Mais, pourquoi elle? La réponse était simple. Parce que vous avez survécu, et que vous avez vu le pire sans jamais devenir comme eux. Vous êtes la plus forte d'entre nous, Elina, et je crois en vous. Cette nuit-là, Elina marcha sur le balcon de la chambre 311. Le vent caressait ses cheveux. Elle posa la main sur son ventre et murmura « Je te promets, mon petit cœur, que ta vie ne commencera pas comme la mienne s'est brisée. Je te promets un monde différent. » Et dans la rue, en bas, dans une voiture sombre, Raphaël observait, discrètement, silencieusement. Il ne le savait pas encore, mais il venait de faire un choix qui changerait sa propre vie, à jamais. Raphaël avait disparu pendant 2 jours. Pas un message, pas une trace. Elina, d'abord inquiète, puis résignée, recommença à douter. Mais il était loin d'être absent. Il était revenu dans le passé. Au cœur de la campagne, un manoir délabré portait encore les armoiries de la famille de Valmont. Personne n'y vivait plus, mais dans les murs dormaient encore les secrets de son enfance, des lettres, des documents, des souvenirs terrifiants, et au centre de tous ces fragments, Lucien. Le monde était plus petit qu'on ne le pense. Lucien, le père de l'enfant d'Elina, n'était pas qu'un homme dangereux. Il était l'ancien partenaire financier de la famille de Valmont. Et plus encore, le traître qui avait causé la ruine de la branche paternelle. Raphaël, à 11 ans, avait assisté à une scène qu'il n'avait jamais oubliée. Son père, à genoux, détruit, suppliant Lucien de ne pas les ruiner. Lucien avait ri. Puis il était parti. Et la famille de Valmont avait sombré. Jusqu'à ce que la branche maternelle, plus riche, rachète tout et enferme Raphaël dans un monde d'apparence. Depuis ce jour, il avait juré de détruire Lucien, pas par vengeance, mais pour restaurer une vérité volée. Et voilà que le destin mettait sur sa route la seule femme capable de toucher l'âme de cet homme brisé. Elina était la clé, mais elle ne le savait pas encore. Lorsqu'il revint, Raphaël invita Elina à dîner dans un lieu particulier, le dernier étage d'un hôtel qu'il venait de racheter en silence. La salle était vide, sauf une table dressée avec élégance, une vue imprenable sur Paris la nuit. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Puis il posa sur la table un dossier épais. À l'intérieur, des photos, des preuves, des extraits bancaires. Tout ce que Lucien avait fait, tout ce qu'il avait tenté d'effacer. Vous êtes plus qu'une victime, Elina. Vous êtes le témoin qui peut tout faire basculer. Elle recula. Je ne veux pas de vengeance. Moi non plus. Je veux justice et protection. Pour vous, pour votre enfant, pour d'autres femmes aussi qui, comme vous, ont été réduites au silence. Elle sentit le poids des pages et celui de la décision. Cette nuit-là, ils signèrent un accord. Elle témoignait, et en échange, Raphaël s'engageait à la protéger, assurer un avenir à son enfant,
et créer un lieu d'accueil pour les femmes dans sa situation. Mais ce pacte allait plus loin, car sans même s'en rendre compte, ils avaient lié leurs âmes. Un fil invisible s'était noué, fait de confiance et d'un début d'amour qu'ils n'osaient pas nommer. Mais Lucien n'était pas stupide. Il savait qu'elle préparait quelque chose. Il avait des informateurs, des moyens, de l'argent, et surtout, il connaissait les faiblesses de chacun. Un soir, Elina reçut une photo, elle, prise de loin, avec Raphaël. Et ce message: « Si tu crois qu'il est différent de moi, tu te trompes. Les riches veulent toujours quelque chose. Pose-toi la bonne question. Pourquoi s'intéresse-t-il à toi ?» Le doute s'immisça. Et si c'était vrai? Et si Raphaël n'était qu'un autre manipulateur bien habillé? Elle s'éloigna. Raphaël la retrouva dans un petit square désert. Elle pleurait, tremblante. « Pourquoi moi ?» répéta-t-elle. Il s'agenouilla devant elle. Lui, l'héritier silencieux. Dans la boue, sous la pluie. « Parce que tu es la seule personne vraie que j'ai rencontrée depuis 20 ans. Et parce que je me suis promis que le monde ne te briserait pas plus qu'il ne l'a déjà fait. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je t'aime, Mélina. Pas comme on aime une femme pour son corps ou son visage, mais comme on aime une étoile qui montre le chemin quand on a vécu trop longtemps dans la nuit. » La nuit suivante, la chambre 311 fut incendiée. Heureusement, Elina n'y était pas. Mais le message était clair. Lucien ne voulait pas seulement effrayer, il voulait éliminer. Raphaël comprit que le combat ne pouvait plus être discret. Il activa un plan B, une villa isolée en Normandie, protégée, surveillée, secrète. Il y emmena Elina et fit venir une équipe, avocats, médecins, enquêteurs privés. Il allait faire tomber Lucien. Mais pour cela, il faudrait aller plus loin que prévu. Dans cette villa en bord de mer, Elina sentit son bébé bouger pour la première fois avec force, comme un signal. Elle se leva, alla voir Raphaël, et dit « Je témoignerai. Je raconterai tout, même les détails que j'ai voulu enterrer. » Il la regarda, bouleversé. Elle ajouta « Mais je veux que tu me promettes une chose, tout ce que tu veux. Qu'après ça, on ne se cache plus, ni toi, ni moi, ni nous. » Il approcha, posa sa main sur son ventre et murmura « Je ne me cacherai plus, ni de toi, ni de ce que je ressens, ni du monde. » Tout avait été organisé dans le plus grand secret, lieu confidentiel, caméras sélectionnées, journalistes triés, un studio discret en périphérie de Paris. Elina était prête, assise face au micro, entourée d'une équipe d'avocats. Elle prit une inspiration, puis elle parla. Pendant 2 heures, elle raconta tout. La rencontre avec Lucien, le piège, les manipulations psychologiques, l'abandon dès qu'il apprit la grossesse, les menaces, la violence, la fuite et les tentatives d'intimidation depuis. Chaque mot tombait comme une pierre dans un lac gelé, et chaque silence en disait plus que les phrases. Quand elle eut terminé, un journaliste demanda « Pourquoi avoir parlé maintenant ?» Elle tourna la tête vers Raphaël, présent en retrait, puis dit « Parce que pour la première fois, quelqu'un m'a regardé sans vouloir me posséder, quelqu'un m'a cru et m'a aimé comme je suis. » Dans les heures qui suivirent, le nom de Lucien devint viral. Les réseaux s'embrasèrent, les chaînes d'infos s'emparèrent de l'affaire. Des femmes commencèrent à témoigner, elles aussi. Certaines anonymes, d'autres à visage découvert. Les avocats de Lucien envoyèrent des mises en demeure par dizaines. Mais le mal était fait. Un vent de vérité soufflait et rien ne pouvait plus l'arrêter. Lucien n'avait pas prévu ça. Mais il n'était pas homme à tomber sans combattre. Il convoqua ses alliés, corrompit des magistrats, falsifia des preuves, et surtout, il fit quelque chose de pire. Il tenta de retourner l'opinion contre Elina. Des photos truquées, des extraits de messages manipulés, des articles commandés. Elle voulait de l'argent. Elle a séduit un autre homme riche. Elle est instable. Mais Elina tint bon. Et surtout, elle n'était plus seule. Raphaël avait prévu cette contre-attaque.
Il avait engagé un hacker éthique, ancien membre d'un collectif de lanceurs d'alerte, qui mit au jour les manipulations numériques de Lucien. Chaque preuve lancée contre Elina se retournait contre Lucien comme un boomerang tranchant. La justice, enfin, se saisit de l'affaire. Le procès fut public, très médiatisé. Pendant des jours, les audiences s'enchaînèrent. Elina dut tout revivre, devant des inconnus, des caméras, des juges parfois sceptiques. Mais à chaque audience, Raphaël était là, immobile, présent, comme une encre. Puis ce fut au tour de Lucien de témoigner, arrogant, sûr de lui, jusqu'à ce qu'une vidéo soit dévoilée. Une scène filmée par erreur, une conversation où il évoquait cette idiote enceinte qui voulait m'attacher à elle comme une sangsue. La salle retint son souffle. Le masque tomba. Le verdict tomba après 15 jours. Coupable, harcèlement, détournement de fonds, pression psychologique et tentative d'intimidation envers témoins. Lucien fut condamné à plusieurs années de prison, mais au-delà de la sentence, ce fut sa réputation qui fut détruite. Ses partenaires se désolidarisèrent. Ses biens furent saisis, ses comptes gelés. Le monstre avait chuté. Mais la victoire laissa un goût étrange dans la bouche d'Elina. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait libre et fatiguée. 3 semaines après le verdict, dans une clinique discrète, Elina accoucha d'un petit garçon. Raphaël était là. Il tenait sa main. Il pleura. « Il est magnifique », dit-il en chuchotant. Elle sourit, les yeux embués. « Il a ton regard, pas celui de Lucien. Un regard qui protège, pas qui détruit. » Ils l'appelèrent Milo. Un prénom doux, court, fort, comme une renaissance. Mais tout n'était pas terminé. Car la presse ne les lâchait pas. Les paparazzis s'étaient installés. Des journalistes voulaient leur histoire d'amour. Des maisons d'édition offraient des contrats. Elina refusa tout. Elle voulait la paix. Mais elle vit aussi le changement chez Raphaël. Il était tendu, distrait, parfois distant. Elle l'interrogea. Il lui révéla enfin l'autre partie de l'histoire. Raphaël lui avoua qu'en lançant la guerre contre Lucien, il avait réveillé un réseau plus vaste, celui des anciens associés de son père. Des hommes puissants, dangereux et en colère. « Tu crois que tout est fini, Elina. Mais en vérité, on a juste coupé la tête du serpent. Le corps bouge encore. Alors on fuit? Non, on construit un abri. Pour Milo, pour nous, pour d'autres. » Il lui montra les plans d'un centre d'accueil, un ancien monastère transformé en sanctuaire pour mères victimes de violences, isolées dans le sud de la France. Il voulait qu'elle le dirige, pas comme une employée, mais comme l'âme du projet. Elina regarda Raphaël. « Tu m'aimes encore? Ou étais-tu seulement guidé par ton passé ?» Il la fixa, puis murmura. « Je t'aimais avant de savoir que je t'aimais. Et je t'aimerai, même si tu pars demain. Mais si tu restes, je te promets un monde construit avec toi, pas autour de toi. » Elle serra Milo contre elle, puis tendit la main à Raphaël. « Alors, allons le bâtir, ensemble, mais à nos conditions, pas celles du monde. » La vérité avait frappé, mais ce qu'il construirait ensuite allait dépasser la justice. Ce serait une nouvelle forme d'espoir, silencieuse, résistante, lumineuse. Dans le sud, niché entre des collines sauvages et des champs d'oliviers, se dressait le monastère de Saint-Armand, une bâtisse du XIVe siècle, oubliée depuis des décennies. Autrefois, les religieuses y accueillaient les âmes égarées. Aujourd'hui, il serait un sanctuaire pour les femmes détruites par des hommes puissants. Elina y mit le pied pour la première fois un matin d'hiver. Le vent entrait par les fenêtres cassées. La pierre était froide, mais elle n'eut pas peur. « On dirait qu'il attendait », murmura-t-elle en marchant sur les carreaux brisés. Raphaël sourit. « Comme toi, ils baptisèrent l'endroit Projet Phénix, un centre d'accueil pas comme les autres, pas de murs blancs aseptisés, pas de jargon administratif, pas de jugement, seulement du silence,
de la terre, de l'écoute et du soin. Chaque pièce était pensée avec douceur. Des meubles chinés, des couleurs chaudes, des livres partout, des lits confortables, un potager collectif, une crèche, une salle d'expression artistique, et surtout, une pièce sans nom. Une pièce où l'on pouvait crier, pleurer, se taire, ou simplement respirer. Elles arrivèrent lentement, une par une, souvent brisées. Inaya, 19 ans, enceinte après un viol familial. Soraya, 41 ans, battue par un diplomate intouchable. Lina, 29 ans, sans papier, rejetée par sa famille après une grossesse non désirée. Claire, 37 ans, en fauteuil roulant après une tentative de suicide, enceinte de jumeaux. Chacune portait une histoire qu'on aurait préféré ne jamais entendre. Mais ici, elle trouvait des racines. Elina ne se contentait pas de les écouter. Elle vivait avec elles. Elle les guidait sans imposer. Elle apprenait aussi. Mais plus leur action grandissait, plus ils attiraient l'attention. Un jour, un journaliste se fit passer pour un bénévole. Une autre fois, un avocat tenta d'infiltrer le centre pour protéger les intérêts d'un client concerné par l'une des résidentes. Raphaël engagea discrètement une société de cybersécurité. Il équipa les lieux de capteurs, mit en place des procédures. Mais il savait que le danger ne serait pas toujours visible. Un soir, ils retrouvèrent un mot glissé sous la porte principale. Le silence des faibles ne dure jamais. Le bruit des puissants est éternel. Pas signé, mais reconnaissable. Lucien avait des relais, des fidèles, peut-être même des taupes. La peur s'installa. Une tension invisible. Certaines résidentes refusèrent de sortir. D'autres devinrent paranoïaques. Même Elina commença à douter. Elle se sentait observée. Elle voyait Raphaël de moins en moins. Un soir, elle le confronta. « Tu m'as promis qu'on ne vivrait plus dans la peur. » Il soupira, l'air épuisé. « Je t'ai promis de construire un monde nouveau. Mais je n'ai jamais dit que l'ancien monde nous laisserait faire. » Alors on fait quoi? On abandonne? Il la regarda, avec cet air brûlé qu'il avait parfois. Non, on avance, même à genoux, même avec le vent de face. La nouvelle tomba un matin de printemps. Lucien venait d'être libéré provisoirement. Un juge controversé avait réexaminé sa peine. Liberté conditionnelle pour raison de santé. Surveillance électronique. Mais Lucien n'avait pas changé. Il donna une interview 2 jours plus tard. Cette femme m'a détruit sans preuve. Elle a manipulé l'opinion. Elle a ruiné ma carrière. Et maintenant, elle se fait passer pour une sainte dans un couvent reconverti. Elle n'a pas fini d'entendre parler de moi. Le monde retint son souffle. Mais Elina, elle, ne flancha pas. Elle convoqua une réunion. Devant toutes les résidentes, les bénévoles, les partenaires. Elle dit: « Ce lieu n'est pas un bunker. Ce n'est pas un refuge temporaire. C'est une graine. Une révolte douce. Alors si Lucien veut nous faire taire, il devra éteindre chaque bougie, chaque rire, chaque regard retrouvé ici. » Elle proposa d'ouvrir le centre au public. Pas à tous, mais aux étudiants en droit, aux journalistes honnêtes, aux artistes, aux associations, pour montrer, enseigner, partager. Pas pour se défendre, mais pour exister au grand jour. Une semaine plus tard, Elina reçut une lettre. Elle venait d'une femme en prison. Anonyme, écrite à la main. Je l'ai connue aussi. Il m'a détruite. J'ai cru que j'étais seule. Mais j'ai vu votre regard à la télévision. Et j'ai compris que même détruite, on peut faire lumière. Merci d'avoir crié quand je n'en avais plus la force. Elina pleura longtemps ce jour-là. Pas de peur, de puissance. Pendant ce temps, Milo grandissait, curieux, paisible. Il avait les yeux de sa mère, mais le silence méditatif de Raphaël. Un soir, Elina le regarda dormir et murmura: « Tu n'as pas été désiré par le monde, mais tu as été voulu par la lumière. Et tu seras l'enfant d'un combat doux, pas d'une guerre. » 1 an après l'ouverture, le centre accueillait sa 50e résidente. Le ministère de la Justice s'intéressa au modèle. Des subventions furent proposées.
des antennes en cours de réflexion. Mais, plus importante encore, la paix s'installait. Pas une paix molle, une paix vivante, qui pleure parfois, mais qui résiste. Elina et Raphaël, mains liées, marchaient dans les jardins. « Tu crois qu'on a gagné ?» demanda-t-elle. « Non. On a juste commencé à guérir. » Le centre Phénix fêtait ses 6 années d'existence. Dans les couloirs ensoleillés, un petit garçon courait pieds nus, les cheveux en bataille, une pierre précieuse dans la main. Il s'appelait Milo. Il avait grandi entre les rires brisés des femmes, les voix qui chantaient pour oublier, et les silences qui guérissent. Il posait des questions que personne n'osait formuler. Pourquoi les mamans ici sont tristes et fortes à la fois? Pourquoi certaines ont des cauchemars quand il fait beau? Pourquoi on parle tout bas quand un nouveau bébé arrive? Et Elina, patiemment, répondait. Toujours. Avec douceur. Sans jamais mentir. Elle voulait que Milo voie le monde comme il est, et qu'il choisisse d'en faire un lieu meilleur. Raphaël avait changé. Son regard restait tendre, mais son front était plus souvent plissé. Son téléphone sonnait davantage. Depuis que le modèle Phénix avait attiré l'attention internationale, il était devenu un symbole discret d'une nouvelle philanthropie, centrée sur l'écoute, l'empathie, l'éthique. Mais ce poids était lourd. Un soir, Elina lui dit « Tu t'éloignes, même quand tu es là. » Il ne nia pas. Il baissa les yeux. « J'ai peur, Elina. Si je reste dans la lumière, j'expose tout ce qu'on a bâti. Si je disparais, je renonce à protéger celles qui souffrent ailleurs. Je ne sais plus quel homme je dois être. Et si tu redevenais juste Raphaël, le seul homme qui m'a vu avant que je me voie moi-même? » Un matin d'automne, Raphaël partit. Pas par fuite, mais par nécessité intérieure. Il laissa une lettre. « Je pars rencontrer d'autres plaies ouvertes, là où notre modèle peut s'adapter. Pas pour fuir, pour étendre, pour comprendre ce qui, dans l'ombre, demande encore qu'on lui tende la main. Reviens-moi, si je me perds. Et si je ne reviens pas, aime-moi à travers Milo. » Elina ne pleura pas. Elle comprit. Car parfois, aimer, c'est laisser partir. À 9 ans, Milo entra dans une école alternative. Il portait son histoire avec fierté. Quand un camarade se moqua de lui, « T'as pas de papa à la maison, t'es un bâtard !» Milo le regarda droit dans les yeux. « Mon père sauve des vies. Et ma mère m'a porté quand personne ne voulait d'elle. Toi, c'est quoi ton histoire ?» Silence. Les enseignants dirent à Elina que son fils avait une maturité bouleversante. Elle répondit « Il est né dans une fracture. Il a appris à marcher sur des failles. Et il en fait des ponts. » Un jour, une enveloppe arriva. Une écriture familière. Pas celle de Raphaël, mais de Claire, la résidente en fauteuil, mère de jumeaux. Elle écrivait depuis la Suisse. « Je dirige désormais une petite fondation. C'est modeste. Mais j'ai repris des études, et je me suis inspiré du centre Phénix. Tu m'as changé sans me sauver. Et c'est ce que j'enseigne maintenant, qu'on peut porter ses blessures comme des médailles silencieuses. » Elina serra la lettre contre son cœur. Ce n'était pas une victoire, un écho, un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur le toit du centre. Elina entendit frapper. Elle ouvrit. C'était Raphaël, amaigri, fatigué, mais vivant. Il avait traversé des pays, écouté des femmes au Brésil, en Inde, au Maroc, en Pologne. Il avait essuyé des refus, des menaces, mais aussi reçu des lettres de femmes transformées grâce à ce qu'il avait transmis. « Tu m'as manqué, » dit-il. « Toi aussi. Mais je ne t'ai jamais perdu. Parce que l'amour qu'on a semé ici m'a nourri pendant ton absence. » À 15 ans, Milo demanda « Pourquoi m'avoir donné la vie dans un monde si injuste ?» Elina lui répondit « Parce que tu es la preuve vivante que même les histoires les plus sombres peuvent engendrer la lumière. Tu n'es pas le fruit d'un viol, tu es le miracle d'une femme debout. Tu es le choix de vivre, pas le poids du passé. » Il pleura dans ses bras, puis il dit « Je veux reprendre le centre un jour, mais je veux d'abord comprendre le monde.
le vrai, le laid, le beau, le dur. Raphaël l'embrassa sur le front. Alors vas-y. Mais n'oublie jamais que ton regard peut changer la façon dont d'autres se voient. Le centre Phénix était devenu un archipel de lieux lumineux, en France, en Belgique, et même à Madagascar. Mais Elina, elle, restait là, dans le monastère originel. Pas par attachement, mais parce que tout avait commencé ici. Une nuit, elle écrivit une dernière lettre à Raphaël. « Tu m'as vu, aimé, cru, porté, et tu as planté dans mon ventre un enfant que le monde aurait voulu effacer. Mais cet enfant est devenu la racine d'un nouveau monde. Ce que personne n'a vu en moi, tu l'as révélé, et à travers toi, j'ai vu ce que moi-même, je n'avais jamais osé croire. Je vaux l'amour, même enceinte, même brisée, même seule, que je suis complète et libre. » Milo, 21 ans, se tient devant une salle pleine d'étudiants. Il raconte son histoire, pas pour pleurer, pas pour impressionner, mais pour transmettre. Il finit ainsi. « Je suis né d'un silence, j'ai grandi dans une vérité, et j'avance dans un monde qui n'est pas prêt, mais moi je le suis. Parce que l'amour, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'on fait quand personne ne regarde. » Silence dans la salle, puis un tonnerre d'applaudissements. Et voilà. C'est ici que s'achève cette histoire. Une histoire de douleurs invisibles, d'espoirs improbables, de rencontres inattendues. Mais surtout, d'amour vrai. Celui qu'on ne cherche pas. Celui qui vous trouve au moment où l'on pense être irrémédiablement perdu. Merci, du fond du cœur, d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté, ressenti, pleuré peut-être, ou simplement laissé votre cœur s'ouvrir. Ce n'est pas qu'une fiction. C'est un miroir, un écho de tant de vies qu'on ne raconte jamais, de tant de femmes jugées avant d'être comprises, de tant d'hommes qui, comme Raphaël, décident un jour de voir ce que les autres ignorent. Si cette histoire vous a touché, alors vous en faites désormais partie. Chaque cœur touché devient à son tour un phare pour d'autres. N'oubliez jamais, ce que le monde ne voit pas peut parfois être la plus grande beauté qui soit. Merci. Prenez soin de vous et aimez sans condition.